Alors, puisqu'on nous a apporté une chaise supplémentaire, ça va nous permettre de rester ici, donc de demander aux trois autres intervenants de cet après-midi, M. Benzoni, Mme Bellavitis et Mme Palumbo, de venir à côté de moi pour répondre aux questions que vous souhaiteriez leur poser à propos de tout ce qu'ils et elles nous ont dit sur Venise et sur Raguse cet après-midi. Donc ces deux lieux très privilégiés des enquêtes d'Alberto Tenenti. Donc, comme on dit dans ces circonstances, la parole est à la salle. Carlo. J'aurais une petite question, une curiosité posée à Madame Isabella Palumbo Fossati concernant un aspect qui a été peu souvent étudié par les historiens à part entière, à savoir le mobilier. On a trouvé cette curiosité, cette attention chez Alberto Tenenti. Et la question que je pose est la suivante. Est-ce que dans vos conversations, Alberto Tenenti a évoqué, quelquefois, jamais, l'un des historiens qui pourrait être rapproché de son travail, c'est-à-dire Valdemar Deonna, pour une question qui pourrait concerner les deux et que nous avons un peu abordé ce matin. Il n'est pas suffisant d'avoir un bon sujet, suggéré ou pas par un grand maître, pour devenir un grand historien. Et dans le cas spécifique de Valdemar Deonna, donc qui était professeur d'archéologie à l'Université de Genève, ami de Saussure, etc., il commence par le mobilier des Déliens, donc la Grèce classique, après il devient historien des religions. Après, il s'occupe d'un cas assez curieux, Hélène Schmidt, donc un cas en même temps de glossolalie et de peinture automatique. On voit déjà quelques éléments, comment il était d'une autre génération, mais il enseigne à Genève jusque dans les années 50. Il a été le maître, par exemple, de Jean Starobinski. Alors, je me demande si, éventuellement, comme c'est l'un des rares, enfin les deux, hein, Alberto Tenenti, Valdemar Deonna, je ne sais pas quel autre nom pourrait-on ajouter à cette filière, c'est-à-dire des historiens capables de passer de l'étude du mobilier des maisons spécifiques ou des traces archéologiques que ce mobilier a laissé jusqu'à l'histoire des religions et même à la peinture contemporaine. Est-ce que ce nom a été évoqué ou pas ? Ou d'autres qui pourraient avoir lié le détail le plus spécifique de l'intérieur des maisons au grand système des croyances, ou bien au thème voilà, du commerce, des inventaires. Dans le cas de Deonna, c'était un même cas aussi, le cas d'inventaire. Au musée, on est en train de faire presque un éloge de l'affiche, mais au musée d'archéologie et d'art de Genève, il y a les centaines de milliers de fiches de Valdemar Deonna, juste avec peut-être la même hauteur, un peu moins, une largeur plus petite, mais ça ne change rien à la sacralisation, comme on disait ce matin, de l'affiche. Voilà, c'est une question apparemment purement érudite, je l'avoue, mais qui pourrait éventuellement nous permettre d'étudier un peu mieux ces systèmes de pensée qui ne sont pas fréquents dans l'historiographie du XXe siècle. Merci. Oui, à vrai dire, non, pas d'une façon directe, tout au moins. Probablement, Tenenti connaissait, parfois il parlait aussi par allusion, en fait, pas d'une façon très explicite. Mais bien évidemment, on a évoqué, il y avait beaucoup de travaux en Espagne, dans le monde britannique aussi, qui avaient cela, mais pas dans le cas de... pas la personnalité que vous évoquez qui m'intéresse, que je connais par ailleurs, en fait. Non, pas directement. Il n'y a pas une
une évocation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ma part, j'aurais aimé peut-être qu'on revienne sur un des aspects de votre intervention qui, à la fois, a situé l'œuvre d'Alberto Tenenti par rapport à l'histoire sociale de Venise, mais était aussi un aperçu d'historiographie sur ce groupe d'historiens à peu près d'une même génération, dont les travaux ont émergé dans les années 50. Et donc, vous avez cité et vous avez exposé l'essentiel de leurs travaux, Berengo, Tucci, Cozzi et Tenenti, en faisant un portrait de groupe. Et au fond, et vous avez évoqué l'hostilité à laquelle Berengo en particulier s'est heurté de la part du grand historien de Venise à l'époque, qui était Roberto Cesti. Mais au-delà de cette opposition de génération, de l'opposition de la célébration de la grandeur de Venise et le refus même de l'idée d'une décadence, est-ce que vous pourriez peut-être renforcer, parce qu'on ne peut pas tout dire dans une intervention d'une demi-heure, mais le contraste, l'originalité, définir l'originalité de ce qu'était à ce moment-là, dans le contexte de l'historiographie italienne du moment, de ces 4 livres que vous avez pris comme les éléments de ce portrait de groupe. En quoi, je ne dirais pas ces 4 mousquetaires, mais enfin ces 4 personnalités liées entre elles, par ailleurs, par une amitié et une histoire intellectuelle commune. En quoi peut-on, si on les met au premier plan, les distinguer d'un arrière-fond ou d'un décor qui serait celui de l'historiographie italienne dans laquelle ils s'inscrivaient à ce moment-là? C'est une question très difficile. Et c'est bien pour ça que je vous la pose. Non, c'est une question très difficile à laquelle je pense que d'autres qui sont ici pourraient répondre beaucoup mieux que moi. Et je suis... Non, c'est vrai. Mais c'est vous qui l'avez soulevé. Si, mais j'ai pensé à Maurice Aymar ou à Giulio Benzone qui sont ici et qui ont pratiquement suivi ces mêmes maîtres un peu plus tard. Mais pour ce que moi je peux comprendre de cette période, on va dire, moi, c'est peut-être... Quand j'ai dit l'histoire sociale... Vous voulez parler d'histoire de la société, histoire sociale. Je crois que c'était peut-être ça, la grande nouveauté. Alors, on l'a fait comment, cette histoire sociale? On l'a fait à partir des institutions. Je crois que l'histoire était beaucoup une histoire des institutions à l'époque. Donc, l'ouverture vers le social, c'est quelque chose qui est venu à l'historiographie italienne, et peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, je crois de la France, hein, effectivement. Mais pas seulement, puisque, justement, Berengo n'était pas si sensible que ça à l'historiographie des annales, et pourtant il a écrit la Società Veneta à la fin du Settecento. Et encore une fois, Cozzi a travaillé sur l'histoire intellectuelle, mais sur l'histoire d'un milieu intellectuel et social. Alors, est-ce qu'il faut à nouveau parler d'idéalisme contre marxisme? Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Peut-être. Probablement. Est-ce qu'il y a encore une question de, comme on l'a dit ce matin, mais c'était pas ici qu'il faut en parler, de paroisse, de paroisse au sens politique, je ne sais pas. Mais l'impression, là, je reviens à notre expérience de jeunes arrivés dans les années 80, tout ça, est parti d'Italie. C'était un peu celle-là, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets d'histoire sociale qui n'avaient pas tellement le droit de citoyenneté à l'époque. Mais j'insiste, je pense vraiment
on pourrait lancer un grand débat avec d'autres qui sont ici et qui auraient vécu peut-être aussi plus directement cette époque. Alors, on vous tend une perche, on va vous tendre aussi un micro. Non, excusez-moi d'intervenir là-dedans parce que vous me faites rebondir précisément sur cette correspondance d'Alberto Tenenti, parce que ce groupe des quatre, je ne veux pas dire cette bande des quatre, ces quatre mousquetaires qui sont vraiment quatre, il me paraît utile, à travers cette correspondance, de les relier un peu à tout le contexte de l'époque. Bon, ils appartiennent, vous l'avez dit, à une génération. Le plus âgé doit être... c'est Tucci qui est le plus âgé. 1917. Et en même temps, C'est le seul qui vive maintenant. Et j'ai eu la chance de parler avec lui il y a à peu près 4 ou 5 ans à Pérouse. Mais ils ont en commun. Et tous les quatre, je les vois précisément à l'Archivio di Stato de Venise. Ils sont liés ensemble par des relations d'amitié. 3 vont être liés fortement avec Brodel. Et seul Berengo suit une trajectoire différente. En 1959, il est tous les jours en sala di studio à l'Archivio de Venise et il est l'un de ceux qui surveillent le travail de l'enquête lancée par Beltrami sur la propriété foncière, sur d'après les Savi à l'Edecime. Mais si l'on voit un peu comment est décrit de Venise, et j'entends l'establishment universitaire et les personnes en concurrence à cette époque-là par Tenenti, vous avez évidemment d'autres noms qui apparaissent. Bon, il y a bien entendu le nom de Roberto Cesi. Roberto Cesi qui assez rapidement, même je fais là aussi les échanges de la correspondance de Cesi avec Brodel, va être out un peu, et justement sur lesquels Tenenti va avoir des mots assez durs. Et puis, il y a la grande figure de Luzzatto. La grande figure de Luzzatto, qui a avec Brodel, finalement, des rapports ambigus. Des rapports ambigus parce que Luzzatto accueille Brodel et Madame Brodel au début de l'année 36, quand ils arrivent à Venise, précisément de Dubrovnik. Et quand Luzzatto demande à Brodel « Qu'est-ce que vous faites ? Sur quoi travaillez-vous » Brodel lui répond « Je travaille sur la Méditerranée ». Et Luzzatto écarquille un peu les yeux en disant « Mais quoi de particulier ?» Et Brodel lui répond « Non, la totalité de la Méditerranée ». Et Madame Brodel a 22 ans à l'époque. Et quand tu lui demandes un peu quelle étude spéciale elle a faite, elle a dit j'ai fait 2 années de préparation à l'école normale et je me suis marié. Et vous avez des compétences particulières en paléographie, etc., etc. Et l'autre lui dit non. Et donc, le couple Brodel en garde un souvenir un peu mitigé de quelqu'un qui les a un peu snobés et regardés d'en haut. Une 12aine d'années passent. Luzzatto passe à Paris, je pense, en 48-49. Brodel vient de soutenir la Méditerranée, le livre n'est pas encore publié, mais tout le monde en parle, et va être élu au Collège de France, et le rapport s'inverse. Donc il va y avoir un effort de la part de Luzzatto très fort dans la correspondance, pour rééquilibrer un peu son rapport, c'est-à-dire respecter l'homme qu'il a traité d'un peu haut une 12aine d'années plus tard. Il avait fait, d'une certaine façon, le mauvais pari. Mais, d'une certaine façon, je l'avais vu dans le texte que Tenenti écrit à Brodel après son succès à Libera Docenza sur les réticences des historiens italiens par rapport
par rapport à l'historiographie française en général, et mettons aux annales en général, et en particulier à Braudel. Il cite les distances qu'il a perçues chez Luzzatto et chez Cesti. Donc on se trouve en fait dans une situation qu'on peut comparer à la situation française de l'après-guerre. Quelle est la génération qui va faire sa carrière autour de la 6e section? C'est une génération, dont je veux dire, qui a 20 ans, entre 44 et 50, qui, dans sa quasi-totalité, d'ailleurs intellectuellement, en dehors de Jacques Le Goff, va passer par le Parti communiste un certain temps, va le quitter à différentes époques, et qui va trouver dans l'institution que représente la 6e section un moyen de faire une carrière universitaire différente et d'arriver très tôt avec une œuvre restreinte. Quelqu'un comme Jacques Le Goff, quand il est élu à l'école des hautes études, a derrière lui un petit livre sur les intellectuels au Moyen-Âge et un article, un petit livre, hein, c'est tout de même, c'est un gros que sais-je, si vous voulez, dans son volume, un très bon livre par ailleurs, et puis son grand article sur Temps de l'Église et Temps du Marchand. Et donc, ils vont trouver des mêmes choses, des moyens de carrière, une institution qui les accueille. Or, précisément, du côté italien, les choses sont finalement beaucoup plus difficiles parce qu'il n'y a que l'université et les archives. Ce qui explique que 2 d'entre eux aient fait carrière à l'extérieur, que bon, les 2 autres sont passés, mais non sans difficulté. Berengo le premier et Tucci en 2e soit passé à l'université. Mais on a bien 2 systèmes institutionnels que l'on peut comparer, qui fait que d'un côté, Braudel a pu s'appuyer sur ces jeunes pour se constituer ce dont il avait besoin, c'est-à-dire d'un réseau de jeunes chercheurs brillants, efficaces, capables d'aller lui trouver des documents dans les archives, qu'il allait, lui, valoriser au plan international, et en s'appuyant sur ses moyens de publication, sur une revue, en publiant précisément Jeune dans les annales, et pour se constituer un réseau qui échappe au contrôle direct de Luzzatto. Non, les choses sont comme ça. Je les caricature un peu, ça se passe de manière plus nuancée, puisqu'il y a officiellement, Luzzatto et Braudel ont fait la paix. On trouvait que c'était leur intérêt à l'un et à l'autre de faire la paix. Mais la façon dont ils ont été snobés par Luzzatto en 1936, je l'ai entendu raconter par les Braudel très tard. Hein, ça n'a jamais été fondamentalement oublié. Alors, autant d'un côté, les difficultés que Braudel avait pu avoir avec Antimori, via Colvento, la storia française ont été, d'une certaine façon, surmontées parce qu'ils ont eu un intérêt à faire la paix. Et Tenenti, d'ailleurs, du côté de Cantimori, en a largement profité. Autant, finalement, dans la mesure où Braudel, finalement, cette seconde édition de la Méditerranée, elle est centrée sur... Elle utilise une infinité de recherches qui va du Portugal jusqu'à l'Istanbul de Merlutfi Barkan. Mais fondamentalement, en termes de recherche nouvelle, l'endroit où Braudel a travaillé le plus, où il a fait de longs séjours d'archives, fait faire le plus de microfilms, fait travailler et bénéficier du travail de plus de gens, c'est Venise. Cette seconde édition de la Méditerranée, et ça va tout à fait dans le sens de votre intervention, cette seconde intervention de la Méditerranée, elle est très fortement centrée sur Venise. Secondairement sur Gênes, à travers essentiellement un peu de Borlandi, un peu de Felloni, mais surtout le travail de Felipe Ruiz Martin. Mais c'est Venise le lieu où il va et dans lequel, finalement, cette grande conférence sur Venise au XVIe siècle, du 1er juin 1957,
que lui demande la fondation Cini, mais tout ça a été préparé par Gozzi, par Tenenti, etc., etc. C'est un peu une forme de sacre de Montel à Venise qui tombe exactement sur ces mêmes années. Mais derrière, le contexte institutionnel de la recherche universitaire et académique italien reste différent. Et donc, on peut comparer, me semble-t-il, ces générations. Merci beaucoup d'avoir exactement répondu, je crois, à votre attente. Non, mais vos deux réponses se complètent très bien. Moi, j'aurais peut-être souhaité, si vous le voulez bien, Monsieur Boscovich, que vous reveniez sur le travail de Tenenti sur Raguse, et notamment sur ce gros livre qui était paru chez Jouvence, je crois, je me rappelle bien, qu'il avait publié avec Battislava Tenenti, justement à partir de ces si riches archives, puisque vous avez évoqué, c'était le dossier sur lequel vous souhaitiez appeler notre attention, donc la diplomatie ragusaine proprement dite, donc sur la longue durée brodélienne, et vous avez évoqué évidemment ce qui en était ce qu'il apportait, c'est-à-dire ce grand commerce à partir du port. Mais puisque je indiquais que Tenenti avait toujours beaucoup travaillé sur Venise, est-ce que vous pourriez évoquer son travail propre en dehors de ce par quoi vous avez commencé, et qui était alors le Tenenti érudit, qui avait réussi à identifier l'origine géographique de ces notaires, et contrairement à la tradition erronée, Ragusane avait pu indiquer qu'il s'agissait de notaires friulants. Alors effectivement, moi qui suis chartiste, ça me plaît toujours qu'on montre qu'un grand historien peut être aussi un grand érudit, donc c'était le cas de Tenenti. Mais en dehors de cet aspect-là, est-ce que vous pourriez évoquer l'œuvre ragusaine, en somme, de Tenenti? Oui, en quelques mots. Oui. Alberto Tenenti, je peux dire, moi qui suis à l'origine médiéviste, byzantiniste et slavisant, Alberto Tenenti m'a initié au XVIe siècle à l'histoire moderne, et je travaillais déjà depuis des années aux archives de Raguse, et donc nous sommes en quelque sorte, nous avons convergé sur ces fonds d'archives, la connaissance de ces fonds d'archives, et enfin notamment sur le 15-16e siècle qu'il connaissait si bien. Pour ma part, à cette époque, j'étais surtout, j'ai concentré mes recherches sur les actes ottomans, qui sont peu connus, surtout par les historiens occidentaux, mais même dans l'ex-Yougoslavie, qui sont peu connus, publiés de manière aléatoire, enfin très imparfaite, et même mal interprétée. Donc nous avons, c'était en fait plus précisément la deuxième moitié des années 90 que j'ai pu donc bénéficier, avoir le privilège de bénéficier des connaissances d'Alberto Tenenti, qui lui avait une connaissance absolument, avec Madame Tenenti, absolument très étendue de ces archives qui sont très importantes. J'ai bien dit 15 000, seulement il y a des dizaines de milliers d'actes. Une partie n'est pas encore classée ou l'est imparfaitement. Il y a tout un problème de digitalisation qui est à peine commencé. Et en fait, Fernand Braudel a fait le plus jusqu'à présent, en commençant par 1934, où il a eu des difficultés de la part du directeur des archives, Branislav Truchelka à l'époque,
Et bon, il est revenu par la suite à cette... un laboratoire a été créé en 1946. Et donc, enfin, tout le XVIe siècle pratiquement a été microfilmé et déposé à l'école des études. Donc, d'une part, Alberto Tenetti connaissait très bien les fonds d'archives sur place, naturellement, mais d'autre part, il avait aussi sous la main, si je puis dire, les microfilms, ce qui lui donnait un avantage absolument imparable, et y compris pour connaître aussi la langue d'une partie des documents dont Madame Tenetti était là, puisque la langue d'une partie des documents est une langue slave. C'est-à-dire que c'est la langue, la lingua materna de Dubrovnik, en fait. C'est la langue commune de la plus grande partie des Balkans slaves, en fait. Et donc, il y avait là vraiment comment dirais-je, une situation très favorable avec des gens comme Giorgio Tadic à l'époque, qui travaillait, disons, qui faisait partie de l'école brodelienne dans l'ex-Yougoslavie, qui travaillait également avec Brodel, avec Alberto Tenetti. Il y avait là tout un courant, une école, une méthode qui se développait à partir des travaux de Brodel, d'Alberto Tenetti, qui doit effectivement beaucoup aux archives de Raguse. Merci beaucoup. Carlo, peut-être pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de notre journée. J'aimerais revenir sur la question que tu as posée à Madame Bellavitis, parce que là, les quatre grands historiens, on les rappelle tous avec beaucoup d'affection et aussi de reconnaissance, mais ils n'étaient pas vraiment des caractères simples, et souvent on n'était pas d'accord non plus entre eux. Donc, le petit complément que je voudrais proposer, puisque Gino Benzoni a choisi le côté du souvenir personnel et de l'affection, c'est que l'histoire de Venise, et il pourrait en témoigner 1000 fois plus que moi, a été une entreprise difficile, d'abord au commencement pour un fait très simple, c'est-à-dire qu'on avait déjà sur les rayons la storia della cultura veneta. Donc, au moment Storia della cultura veneta, c'était fait par un éditeur de terraferma, avec des directeurs de terraferma, et Vittore Branca, qui était un peu à l'origine aussi de cette histoire de Venise, était bouleversé par le fait qu'en lisant certains chapitres de cette storia della cultura veneta, Venise apparaissait comme la grande corruptrice, comme la ville qui avait entraîné dans sa ruine les éléments fondamentaux d'une culture de terraferma qui aurait résisté. Après quoi, on pourrait se demander du reste certaines suites de cette espèce de résistance de terraferma avec les résultats politiques qu'ils ont donnés, mais ce n'est pas notre question. Cela dit, la tension au commencement a été, et Gino pourrait mieux que moi le dire, a été très forte. Et justement, les divisions, qui étaient des divisions idéologiques aussi, entre ces quatre historiens ont été, d'une certaine manière, encore approfondies par l'histoire de Venise. Et alors, c'est là que l'intervention d'Alberto Tenetti m'a semblé fondamentale, d'après ce que Vittore Branca t'aura dit et m'avait dit. C'est-à-dire que le fait qu'Alberto Tenetti accepte, dans ce contexte extrêmement tendu, aussi bien au point de vue politique, les appartenances réciproques,
et aussi au point de vue de la méthode. On avait déjà l'histoire de la terraferma, pourquoi aller faire encore une histoire de Venise? Eh bien là, l'intervention de Tenenti a été décisive à mon sens, parce qu'il a introduit dans cette polarisation quelque chose qui échappait à tous, c'est-à-dire la mer. Et dans ce moment-là, il y a eu vraiment la grande respiration, cette fois, oui, brodélienne et tenentienne, de cette histoire de Venise, qui devient d'une certaine manière une histoire de la Méditerranée, ou en tout cas quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas voilà, d'appartenance stricte. Les appartenances sont là, mais dans un domaine infiniment plus vaste. Et je crois que Vittore Branca a toujours été, quoiqu'il appartenait à tout autre bord politique, infiniment reconnaissant à la présence d'Alberto Tenenti, aussi bien au point de vue, je dirais, de la méthode, c'est-à-dire de donner à Venise le souffle que Dante même reconnaissait, l'arzana dei Veneziani. La seule chose que Dante nomme de Venise, c'est l'Arsenal. C'était l'une des grandes puissances de tout le Moyen-Âge, et d'autre part aussi le fait que par cet élément qui est concret, qui est absolument réel au point de vue de l'histoire économique, restituer à Venise son rôle et je dirais, la libérer un petit peu d'une opposition que Vittore Branca et bien sûr encore plus Alberto Tenenti voyaient comme très très limitée, c'est-à-dire terraferma et Venise, et restituer Venise à l'histoire globale de l'Europe et de la Méditerranée à l'époque moderne. Il faut encore ajouter que dans cette espèce d'élément vital que les deux voyaient dans l'histoire de Venise, il y a aussi un côté biographique. À savoir que Vittore Branca, qui était de Ligurie, donc un homme de mer pour ainsi dire, avait fait sa formation à Florence, mais comme rarement les Florentins le font après, était devenu vénitien. Et il retrouvait chez Tenenti le même parcours, c'est-à-dire un Florentin, entre guillemets, quelqu'un qui avait fait les études à Pise comme lui, qui était devenu vénitien. Et il aimait le souligner, il disait, tu sais, seulement Donatello avait fait ce passage de la Toscane à Padoue, les autres jamais, et donc il voyait dans ce choix magnifique d'Alberto Tenenti quelque chose qui lui était évidemment cher et propre, cette idée de réunir les deux grandes capitales culturelles d'Italie, c'est-à-dire Florence et Venise, et je crois que là, il y a eu vraiment quelque chose de très important qui s'est passé et qui continue de nous nourrir. Enfin, il faudrait avoir encore d'autres qui puissent continuer dans ce chemin. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, monsieur Emma. Oui, sur cette question de l'histoire de Venise, alors je pose la question parce que je n'ai vraiment pas la réponse. C'est que Tenenti va se trouver mêlé autour de 1957 à un grand projet d'histoire de Venise lancé par quelqu'un que je ne connais pas par ailleurs comme historien, je n'ai jamais cherché d'ailleurs à savoir ce qui était, qui s'appelle Martinotti, qui est basé au Palazzo Grassi, crée une fondation, et il lance un projet d'une grande histoire de Venise dans lequel il fait impliquer par l'intermédiaire de Tenenti et avant par l'intermédiaire de Lanfranchi, qui est aux archives aussi à ce moment-là, qui est un peu son représentant, il fait impliquer Brodel en lui confiant un volume de Venise des années, l'histoire de Venise, il aurait fait le volume des années 1550 à 1650 ou 1660, mi-16e, mi-17e. Le projet, pour ce que je sais, il y a tout de même quelques volumes qui sont sortis, il y en a des questions. Il a capoté sur un conflit assez violent qui a été servi de détonateur au rapport entre Brodel et Cesi, et dans lequel Martinotti semble avoir perdu une part de son audience. Alors, comme je n'ai jamais pris la peine d'aller vérifier ce qu'était cette histoire de Venise, a-t-elle été menée à bien ou a-t-elle coulé en cours de route, été abandonnée en cours de route, et dans quelle mesure l'autre projet, celui
dont Gino Benzoni a été conduit à s'occuper, pas seulement d'ailleurs comme auteur des procès-verbaux des réunions. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un rapport entre les deux? Est-ce que l'expérience a servi même à titre négatif de repoussoir? Alors, il faut venir. Votre chaise vous attendait. Et puis on conclura là-dessus. Parlo in italiano? Sì. Allora, qui mi fate piombare a metà degli anni '80 del secolo scorso, nello scorso millennio, quando nasce la storia di Venezia. Va premessa una cosa, che senza Vittore Branca la storia di Venezia, con tutti così voluminosa e così illustrata, non ci sarebbe. E devo dire che Branca era ovviamente un grande studioso, però ce ne sono altri di grandi studiosi. E nel caso di Branca, più penso alla sua figura, era un uomo che ha saputo far nascere la storia di Venezia in base a una sua convinzione, che c'è una valenza nella storia che si può chiamare civiltà veneziana. E quando a suo tempo Burckhardt diceva che Firenze e Venezia sono le due città che più hanno significato nella vicenda umana, di ciò Branca, studioso dell'umanesimo, era convinto, ma c'è da dire che rispetto a Firenze il respiro di Venezia va oltre, arriva perlomeno al Settecento, diciamo a Tiepolo, tanto per semplificare, a Guardi, e poi c'è la Venezia 800, che è un altro discorso, è una Venezia detta più che una Venezia che si dice. Branca aveva questa convinzione, per cui e nello stesso tempo la sua capacità è stata quella, devo dire, che è un uomo molto più dentro le istituzioni per frequentazioni di quanto non potesse essere o Gaetano Cozzi o lo stesso Alberto Tenenti. Per quel che ho capito di Branca lungo i decenni è che da un lato sapeva che bisognava frequentare la politica. Frequentare la politica nel caso Veneto, quando nasceva la regione, era una regione che poi sarebbe finita con la sagra del radicchio. La capacità di Branca era quella di sopportare una pinacoteca di figuri incredibile, ma nello stesso tempo senza alcuna riverenza. Vale a dire, aveva un'autoritas che riusciva a impressionare personaggi, come dire, che purtroppo hanno afflitto e affliggono la storia d'Italia. Vale a dire, ha immesso in loro un certo qual rispetto per la cosiddetta cultura e nello stesso tempo
quel rispetto per cui non si sono allora adoperati a far sorgere una grammatica della lingua veneta. Va bene. E Branca, da un lato, certe operazioni non possono che passare per le istituzioni, hanno bisogno di un forte sostegno finanziario. Dall'altro, è riuscito a coinvolgerle finanziariamente e a far sì che non nuocessero dal punto di vista della realizzazione. Branca aveva i suoi argomenti di studio. Di recente mi è capitato di vedere quello che ha scritto, gli atti di un convegno su Galilei e la cultura veneta, e aveva fatto un intervento un po' dietro sollecitazione dell'allora presidente e ha ricordato che lui, tutto sommato, i suoi stessi allievi gli dicevano che le cose gli interessavano sia con Boccaccio sia con Barbaro, diciamo. Cioè si fermava al 1492 come studioso. Non è vero, visto che aveva scritto su De Marchi, ma insomma si era così autodefinito. Cioè non è che abbia fatto studi particolari, ha avuto una convinzione e nello stesso tempo, senza alcun cenno di riverenza nei confronti delle cosiddette autorità d'allora, diciamo, sapendo come va il mondo, ma proponendo al mondo così com'è, un tono alto e inoculando in loro un minimo di riverenza per il tono alto, ha fatto partire un'operazione gigantesca, in cui per quel po' ci sono stato dentro abbastanza, io non ho mai incontrato un assessore alla cultura della Regione Veneto, che poi, se no, avrei dovuto informarmi, perché nelle ripartizioni interne non è che fosse l'assessore alla cultura il delegato alla storia di Venezia, c'erano le deleghe particolari, allora e senza incontrare nessuno di questi, sti volumi via via sono usciti e nello stesso tempo con una partenza alta. Giustamente è stato ricordato che esiste la terraferma, che esiste la storia della cultura veneta. Lì non direi che nella storia della cultura veneta c'è un sottofondo diremo di insorgenza di quella che è la cultura non veneziana, non so, quella l'umanesimo a Treviso, la Patavinitas, Vicenza, l'editore era di Vicenza, in cui è stata un'operazione estremamente utile perché sono emerse e sono state sistemate questa varietà e anche questo fermento culturale per certi aspetti policentrico e per altri aspetti, nel caso di Padova, con universis Patavina Libertas che è antecedente a Venezia. Però c'è da dire una cosa, se noi guardiamo la composizione, c'è anche una cosa da dire, nel suo che l'aveva colto, mi pare si chiami Logge, è un romanziere che ha scritto Il professore va al congresso e c'è una signora che insegna a Padova che accosta in aereo un docente reso famoso per intercettare una nomina prestigiosa, il quale mi pare aveva scritto non tanto Shakespeare in Eliot, ma Eliot in Shakespeare, per cui questo... E comunque i due si corteggiano, hanno un evidente
interesse, che poi ha una sua realizzazione, e questa insegna a Padova e lui le dice e lo invita ad andarla a trovare. E dove? A Milano. Lui, abituato ad altri mondi, dice: ma non stai a Padova? E questa risponde: nessuno sta a Padova. Vale a dire, cosa voleva dire? Se noi prendiamo l'elenco, il comitato, sono 15 persone, della storia di Venezia, qui vediamo il senso, il senso delle istituzioni di Branca. Sono quelle cose che sembrano appunto l'uovo di Colombo, ma ci vuole Colombo per l'uovo di Colombo. Come si fa un comitato finanziato dalla regione con l'assordante? Si fa. Branca era sia nell'Enciclopedia Italiana che nella Fondazione Cini, l'ha strutturata, l'ha ideata, l'ha pensata. Presidente Branca, sono 15, 7 diciamo di provenienza Enciclopedia Italiana, Gregori, Prini, Cappelletti stesso, allora vicepresidente dell'Enciclopedia, e 7 diciamo di provenienza branchiano-ciniana, cioè li ha voluti Branca, tra cui Tenenti e Tucci. L'Enciclopedia Italiana cos'è? Uno che c'è dentro, e lo posso anche nominare, perché non può smentirmi, è Arnaldi, mi ha detto che a Roma i professori universitari si dividono in due: quelli che sono dentro l'Enciclopedia Italiana e quelli che aspirano ad entrarci. Nel suo che vale anche per Torino, tra quelli, i professori universitari che scrivono nella stampa e quelli che aspirano a scrivere per la stampa. No? È un tratto distintivo, può essere o è stato un tratto distintivo. Su questa base, cosa voglio dirvi? Che se prendete il comitato dalla parte della Fondazione Cini è veneziano, cioè si può insegnare anche a Padova, ma sono veneziani. Come tali, non tanto preoccupati, diciamo, del Venezia sotto Padova o non meno sotto Padova, cioè Padova sotto Venezia o meno, ma come dire, con una prospettiva lata. Ecco, Paluchini, lo storico dell'arte, ha insegnato sempre a Padova, prima a Bologna a proposito, ma non va, è impensabile non vederlo prendere il pullman una volta a Padova per tornare a Venezia. E lo stesso dicasi di Branca. Branca ha ben insegnato a Padova, ma come dire, stava a Venezia. Qui conta anche per me, sui cosiddetti andamenti degli studi, anche il luogo dove uno sta, le abitudini che ha, il dialetto che sente e via discorrendo. E allora non hanno visto in Venezia tanto una dominante che avrebbe schiacciato una terraferma, ma hanno visto in Venezia una città che per un certo periodo nella storia ha avuto un significato nella vicenda umana, più lungo di quello fiorentino. In che senso? A un certo punto la Firenze cinquecentesca, quella medicea, ma non di Lorenzo de' Medici, quella di Cosimo de' Medici, che diventa il duca, che diventa granduca, la Firenze in cui a un certo punto, all'inizio del Seicento, Galilei sceglie di andare a stare, lo vuole lui. E la Firenze, in questo caso di Cosimo II de' Medici, è una città capitale
studiata soprattutto da chi segue i meccanismi, chiamiamolo microassolutismo italico. Però quel significato, a torto o a ragione, quando una città diventa ulteriore, che significa se stessa, paragonabile solo a se stessa, ma nello stesso tempo capace di fagocitare il significato di altre città. Allora, cosa ci ha messo con questo elenco o di professori padovani residenti a Venezia e per di più di personaggi livornese al limite, Tenenti, che sta a Parigi e che è stato direttore dell'archivio di Brescia, quindi nella Brescia sotto Venezia. Cosa c'è in questi? Quel che di angusto che ci può essere nel porre come centrale il rapporto centro-periferia era qualcosa che non li coinvolgeva. Sentivano, se Tenenti ha sentito il respiro del mare passava per Venezia. E questo respiro del mare lo sentiva anche Ruggero Romano, quando c'è stato quel convegno sulla decadenza veneziana, cosiddetta decadenza nel Seicento, è lì che mi pare che Ruggero Romano in sede di dibattito ha tirato fuori la formula che i veneziani e i turchi sono dei fratelli nemici. Hanno litigato, c'è stato anche Lepanto di mezzo, ma se si va a conteggiare il periodo di scontro bellico col trend del traffico mediterraneo e il Mediterraneo affratellante, e c'è in realtà Venezia cosa diventa? La città da cui si va a Costantinopoli. La città da cui si va a Costantinopoli e allora ci va anche Marsigli che viene da Bologna. Cioè c'è una dimensione veneziana che non a prescindere, più o meno supportata da un effettivo quello che peso relativo, la distinzione che Brodel fa tra peso specifico e peso relativo. Lungo il Cinquecento, in termini di peso specifico, Venezia tiene, anzi semmai aumenta, ma in termini di peso relativo diminuisce, è ridimensionata. Ma nello stesso tempo, essendo una città con significato, è una città che ha una durata effettiva, è un alone, magari anche mitizzante e quindi demistificabile, che non è paragonabile con quello di tutte le altre città della terraferma. Ma per non avere, per non entrare in una minutaglia di pesi e di misure, Treviso c'erano degli umanisti importanti qua e là, bisognava avere la sensazione che Venezia ha avuto una marcia in più. Ecco, questa convinzione nella marcia in più di Venezia, Branca l'ha avuta. E Branca era anche uomo, possibile che debba leggere sempre il Romanin, che è uno storico ottocentesco. E allora facciamo una storia di Venezia. E se posso dire, in questo caso è un pettegolezzo. No, non è un pettegolezzo. A parte che il pettegolezzo è il massimo esercizio dell'ingegno umano, così Oscar Wilde. Io vi ricordo quando si è costituito il Comitato della Storia di Venezia che c'è stata una situazione all'inizio imbarazzante, quando il rettore di Padova ha scritto a Branca, Cappelletti, eccetera, che ci voleva un docente di storia a Padova. Tu lo conosci? Ecco, è stata, come dire, il sapere come va il mondo significa
accettare, ma come dire, non era venuto in mente perché la prospettiva era un'altra, non era di dosaggio, ci vuole il docente di Padova, ci vuole qua, ci vuole là, era un altro, e c'era gente che per una qualche ragione, non perché veneziana, di per sé, ma che stava idealmente o fisicamente a Venezia. A Venezia ci stava Tucci, che fra l'altro è umbro, deve essere di Terni Tucci. Sì, a Venezia non stava, ma aveva lavorato Tenenti, a Venezia stava Paluchini, a Venezia stava Branca e via discorrendo. In questo caso stare a Venezia significa studiare realmente Venezia o sentirla. Merci d'avoir aussi magnifiquement conclu cet après-midi que vous l'aviez inauguré. Merci aussi d'avoir évoqué David Lodge, que je ne pensais pas non plus voir évoqué dans un colloque sur Tenenti. Et donc, je donne rendez-vous à nos amis demain dans cette même salle à 9h30. Donc, merci à tous les intervenants et au public qui est resté jusqu'à 5h30 du soir.